bonjour et soyez les bienvenus à la faculté des sciences de l'université de Rennes-Champagne-Ardenne. Permettez-nous en cette occasion où nous avons l'honneur de vous présenter le résultat de nos travaux, de vous adresser nos sincères remerciements pour votre disponibilité. Le présent rapport intitulé Étude du comportement mécanique du sable d'Ostol, utilisé en construction, en génie civil, application au sol latéritique hétérogène, est le résultat des 9 semaines de stage que nous avons effectué au sein du laboratoire Navier de l'école des ponts Paris Tech. Notre présentation suivra le plan ci-après. Après une introduction en première partie, la présentation synthétique du laboratoire Navier. En deuxième partie, le déroulement du stage pour finir par une conclusion générale et une perspective. L'histoire du monde entier retient que le développement à travers la construction est la quête de toutes les nations. Pour certains, il n'y a pas de développement sans la route. Pour d'autres, l'habitat révèle le vrai visage d'une nation, d'une ville. L'esthétique et l'évolution d'une nation dépendent aussi bien des constructions routières que habitables qui s'y trouvent. De ce fait, le domaine de génie civil, à travers la construction, nécessite une technicité intense et un suivi rigoureux. Il revient donc que des techniciens et ingénieurs reçoivent des formations de qualité pour faire face à cette lourde responsabilité. C'est dans cette intention que l'UFR Sciences Exactes et Naturelles, à travers sa formation en génie civil, s'est assigné pour mission de former des cadres compétents capables d'opérer des changements positifs dans le domaine de génie civil. Il revient donc capable d'opérer des changements positifs dans le domaine du génie civil. Ainsi, dans le cadre de notre formation, en vue de l'obtention du diplôme de technicien, du diplôme de licence sciences pour l'ingénieur, nous avons effectué un stage d'une durée de 9 semaines au sein de l'équipe géotechnique du laboratoire Navier de l'école des ponts et chaussées. Abordons à présent la première partie de notre présentation qui porte sur la présentation synthétique du laboratoire Navier. Fondé en 2007 par le regretté Olivier Coussy, le laboratoire Navier résulte de la fusion de 3 anciens laboratoires, tous situés sur le site de la Cité des Quatre à Marne-la-Vallée. Actuellement dirigé par M. Sab Karam, ses enjeux sociétaux concernent la construction durable, les risques naturels, l'environnement et l'énergie. Il est composé de 6 équipes de recherche, dont l'équipe géotechnique où nous avons effectué notre stage, et s'appuie sur 3 équipes techniques et une équipe administrative. Il est l'un des principaux partenaires du label Modélisation Expérimentation Multi-échelle pour la construction durable. Son plan de situation se présente comme suit. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, abordons à présent la deuxième partie de notre présentation qui porte sur le déroulement du stage. Mais bien avant, permettez-nous de vous présenter l'objectif de notre stage. L'objectif de ce stage est de faciliter l'utilisation des matériaux hétérogènes utilisés en construction en génie civil par la réalisation d'une étude du comportement mécanique du sable d'Ostol, application au sol latéritique à inclusion. De façon spécifique, il s'agit pour nous de faire une immersion en laboratoire géotechnique par la réalisation des essais triaxiaux afin d'atteindre cet objectif. Mais en quoi consiste l'essai triaxial? L'essai triaxial régi par la norme NFP 94-074 permet de déterminer les caractéristiques mécaniques d'un matériau, à savoir sa cohésion, sa résistance au cisaillement, ainsi sa résistance au cisaillement. Le schéma que voici représente le principe de l'essai triaxial. Il est réalisé selon le type de comportement à étudier, soit à court terme pour un essai non consolidé, non drainé, soit à long terme pour une consolidation drainée ou non drainée. Le tableau que voici présente les caractéristiques de cet essai. Excellence, Madame la Présidente du jury, honorables membres du jury, abordons à présent le protocole expérimental de l'essai. La réalisation de l'essai se fait suivant 5 grandes étapes, à savoir, en premier lieu, la mise en place de l'éprouvette et de la cellule, qui consiste dans un premier temps à mettre en place la pierre poreuse sur l'embase inférieure de la cellule, après à mettre en place la membrane à l'aide des jointories,
Après, à mettre en place le moule servant de fabriquer l'échantillon. Après, à mettre l'emballage supérieur, bien sûr, après la mise en place de la pierre poreuse supérieure, et à coiffer l'échantillon par la cellule. La dernière photo nous montre l'échantillon coiffé par la cellule. Après, on remplit la cellule d'eau. La deuxième étape consiste en la saturation de l'échantillon qui se fait en 3 temps, à savoir la circulation du dioxyde de carbone, la circulation du dioxyde de carbone à travers l'échantillon pour remplir les vides de gaz. Après, la circulation gravitaire de l'eau désaérée à travers l'échantillon et l'application d'une compression pour pouvoir améliorer la saturation. La troisième étape consiste en la consolidation de l'échantillon qui consiste à augmenter la pression de la cellule jusqu'à une valeur souhaitée, soit selon le cas à drainage ouvert ou fermé. Notons la présence du capteur de déplacement qui est le LVDT, qui est représenté sur la première photo, qui permet de déterminer les déplacements axiaux. Aussi le volumètre qui est mis en place lors de l'essai drainé, qui permet de déterminer les variations de volume. Abordons à présent la quatrième étape, qui est le cisaillement de l'éprouvette, qui consiste à ajuster le piston au contact de l'emballage supérieur de l'éprouvette, tout en montant la presse à une vitesse donnée. Il ne reste plus qu'à enregistrer les données de l'essai dans la base d'acquisition. La troisième photo nous montre l'enregistrement des données de l'essai. Abordons à présent la dernière étape qui consiste au démontage de la manip. Le démontage ne consiste qu'à relâcher la pression de la cellule et la compression, à appliquer un vide à l'intérieur de l'éprouvette pour la vider de son eau. Ensuite, à vider l'eau de la cellule et enfin à accéder à l'éprouvette. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, abordons à présent les résultats expérimentaux obtenus à l'issue des essais. À l'issue des essais, les courbes que voici représentent le comportement mécanique du sable d'Austin réalisé sous conditions drainées. Sur la première courbe qui concerne le comportement au cisaillement, cette courbe est caractérisée par la présence d'un maximum de déviateurs, autant plus précoce que le matériau est initialement dense, puisque l'indice de densité est de l'ordre de 0,75, suivi d'une phase de radoucissement à une déformation axiale de 6%. En ce qui concerne la courbe des contraintes, ce dernier est caractérisé par une phase de contractance en début d'essai suivie d'une phase de dilatance. Ceci à l'ordre de 0,65% pour une déformation axiale. À l'ordre de 0,65%. En ce qui concerne la courbe des comportements, ce dernier est représenté par un segment de droite incliné pour une pente de 3 pour 1 sur l'horizontale. Abordons à présent les résultats en ce qui concerne la consolidation non drainée. Cet essai est réalisé aussi avec l'ajout des particules fines pour savoir en quoi il influe le comportement. Les résultats que voici présentent le comportement du sable d'Austin avec l'ajout des particules fines à des proportions diverses. Sur la courbe de cisaillement, il est remarqué la présence d'un pic. Il est remarqué la présence de pics à une déformation axiale très faible, suivie d'une phase de chute. Ici, sur la courbe de la suppression interstitielle, il est remarqué en début d'essai une phase de contractance suivie d'une phase de dilatance. En ce qui concerne la courbe de contrainte effective, il est remarqué en début d'essai une phase initialement verticale, puis se dirige vers l'axe des origines après un pic de résistance. Comme nous l'avions dit, l'objectif était de voir en quoi l'ajout de ces fils influe le comportement.
En quoi l'ajout de ces fines influe la dilatance? Sur cette coupe, il est à remarquer que l'ajout des particules fines entraîne la déformation axiale précoce à la dilatance, ce qui voudra dire quoi? Plus on a de fines dans l'échantillon, plus la déformation axiale est précoce. En quoi il influe sur la résistance au pic? Sur cette coupe, il est à remarquer que l'augmentation des particules fines entraîne aussi l'augmentation de la résistance au cisaillement. Abordons à présent le mode de reconstitution et de fabrication des éprouvettes en latérite à inclusion. Les éléments entrant dans la constitution de l'éprouvette doivent avoir certaines caractéristiques, à savoir la distribution granulométrique qui doit être binaire, c'est-à-dire avoir deux ensembles de taille de grains, et aussi l'arrangement des inclusions dans l'éprouvette. Pour assurer l'homogénéité de l'ensemble des deux, il faudrait que le diamètre des grains correspondant à 50% des passants sur celui de la matrice, c'est-à-dire la latérite, soit supérieur à 10, ceci pour assurer l'homogénéité et pour éviter les effets d'échelle. Le rapport entre le diamètre de l'échantillon et celui du diamètre des grains soit supérieur à 6. La fabrication de l'échantillon se fait par compartage de 10 couches à hauteur identique après humidification pour éviter la ségrégation des particules lors du déversement dans le moule. Abordons à présent la conclusion partielle. En conclusion partielle, nous pouvons dire que le comportement mécanique des sables est conditionné par l'indice de densité qui est un paramètre fondamental combiné à l'état de contrainte initiale appliqué. Il revient que la lâcheté de cet indice conduit à un comportement contractant alors que sa densité conduit à un comportement contractant dilatant où la contractance est moins importante que la dilatance. La mauvaise saturation influe les attitudes des résultats. L'ajout des particules fines favorise la dilatance. En conclusion, nous devons avouer que rétrospectivement, nous sommes satisfaits de ce rapport puisque nous avons atteint de nouveaux objectifs. Ce stage a été d'un grand intérêt pour nous, en ce sens qu'il nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, aussi bien théoriques que pratiques, en ce qui concerne le comportement mécanique de certains matériaux hétérogènes utilisés en construction en génie civil. Nous ne prétendons pas avoir atteint l'objectif dans son intégralité, mais nous sommes satisfaits que le travail élaboré est une étape pour mieux comprendre le comportement des matériaux hétérogènes utilisés en construction. Nous voici à la fin de notre présentation. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait un travail irréprochable ou parfait. Vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues pour améliorer la qualité de ce travail. Nous vous remercions. Merci. Merci. Les gros pavés de texte. Ce que tu as mis là, c'est bien, mais tu peux mettre en style plus télégraphique. Ça évite les gros pavés et du coup, ça va t'éviter d'avoir envie de lire. Et enfin, nous regarder après. Des phrases. Voilà, écrire des paragraphes, écrire un style synthétique. Tu vois, des mots-clés. Mais sur l'idée, c'est bien, mais mets juste des mots-clés, ça va t'éviter toi de lire. En plus, tu connais le truc, tu as très bien préparé, donc tu vois ce que je veux dire, tu n'en as pas besoin, mais vraiment des mais après, sur le reste. Transparence, ça doit être un support pour vous, pour pouvoir. Ça vous aide aussi, parce que ouais. On est stressé, donc c'est pas la même attitude. Ça s'est calmé en allant. Stressé ou pas. Mais un transparent doit être un support pour vous. Voilà. Quand vous mettez le style télégraphique, c'est en même temps le cheminement de vos idées. D'accord ? Donc surtout ne jamais écrire un paragraphe de 10 lignes. Vous mettre des premiers tirés, la première idée, deuxième tiré, la deuxième idée. Il ne faut pas apprendre par cœur parce que j'ai l'impression que vous avez appris par cœur. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Et à un moment, vous étiez même en train de chercher vos mots. Donc c'est exactement ce qu'il faut éviter quand on fait une présentation. Ça, au début, après, ça s'est un peu délayé. Preuve que tu connais le sujet, c'est que tu n'as pas besoin de. Mais au début, effectivement, ça se sentait. Mais de moins en moins au fur et à mesure.
Donc voilà, mais voilà, tu connais bien ton sujet, t'as bien préparé, donc n'apprends pas des morceaux de trucs par cœur, ça sert à rien, parce que quand t'as bien bossé sur le truc, ça va venir tout seul. D'où l'intérêt, comme Fazil a dit, de mettre des mots-clés, ça va t'aider à dérouler ton truc. Surtout à vaincre le stress de démarrage, parce qu'une fois qu'on a commencé, c'est bon. Voilà. Le démarrage est toujours difficile, et pour tout le monde. Hein. Et pour tout le monde. Proportionnellement en termes de contenu de vos transparents, vous avez mis beaucoup de choses sur l'introduction, comparativement à ce qui devait arriver après. Donc l'introduction, on n'a pas besoin de savoir que ça a été fondé en quelle année, le Navier, etc. Les laboratoires qu'on connaît. En termes de résultats, vous avez montré des courbes de dilatance, c'était des 3 graphiques avec les proportions de films. Alors ça aurait été bien que vous numérotiez vos transparents, parce qu'on aurait retenu justement le numéro du transparent pour vous poser la question sur le numéro du transparent. Donc là, moi j'ai retenu qu'il y avait des proportions de films, c'est pour ça que je en parle. Donc c'est bien, vous avez mis les proportions de films sur le premier graphique, mais ça ne figure pas sur le reste. Donc c'est-à-dire que quand on essaie de comprendre, on est obligé de repartir sur le premier, de voir à quoi correspond chaque couleur et d'essayer de... Même si c'est les mêmes couleurs, n'hésite pas à les remettre sur chaque couleur. C'est un détail, mais ça aide à la lecture. Après. Chaque graphique doit se suffire à lui-même. On n'a pas besoin d'aller regarder chez le voisin pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc ma question, c'est comment vous expliquer, du point de vue du matériau, que l'ajout finalement améliore un petit peu le comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Il a amélioré le comportement, c'est... Ok. Et l'ajout de cette, d'abord, on a eu à faire l'essai sans ajout pour voir le comportement. Après, l'ajout pour voir encore le comportement. Maintenant, l'ajout de ces particules fines, là, en ce qui concerne le comportement au cisaillement, on voit que en début d'essai, là, ça correspond, c'est le sable propre, sans ajout. Sans ajout, après, on a fait l'ajout à 1% par rapport à la matrice, c'est-à-dire l'échantillon, le sable d'Oxford. Après, on a fait à 2,50, 5 et 10. Et à chaque fois, il est remarqué que plus on augmente les particules fines, plus le comportement change. Ce qui voudra dire quoi? L'ajout de ces particules fines favorise la dilatance. Puisque la dilatance, c'est le phénomène de variation de volume observé lors du cisaillement de l'échantillon. Du coup, là, de là, on a déjà une grande dilatance. Du coup, si je repars un peu en arrière, là, ça c'est sans l'ajout de particules fines. La dilatance a commencé à une déformation axiale correspondant à 6%. Or, si je reviens sur ce dernier, ça a commencé à une déformation axiale de moins de... Ouais. Du coup, ce qui voudra dire l'ajout des particules fines favorise plus la dilatance que la contractance. Et qu'est-ce qu'on recherche? Une dilatance ou une contractance? Non, le but recherché, c'est d'éviter au massif la dilatance. D'accord, donc là, quand on charge, elle survient une déformation axiale beaucoup plus faible. Donc oui, le sable pas chargé, il commence à dilater à 6%. À 6%. Ouais. Alors que là, tu es à 2%, donc ça veut dire que ça survient plus tôt. Ouais. Donc du coup, c'est moi qui comprends de travers. Ouais. Là, quand on charge, la dilatance, elle survient plus tôt en déformation. Alors que 100, elle survenait plus tard, elle survenait à 6%. Ouais. La dilatance vient à 6%. À 6%, ouais. Alors que quand tu charges, elle arrive vers 2%, donc elle survient plus tôt. Donc c'est moins. Est-ce qu'on recherche la dilatance ou la contractance? Donc c'est moins. Si ça survient plus tôt, quand on charge, c'est pas. T'as dit qu'on voulait éviter la dilatance. Ouais, mais là, elle survient plus tôt. C'était pour éviter la dilatance. Puisque sur cette courbe, je viens là. Ok. Influence sur la dilatance. Là, quand je suis à 10%,
de particules Ouais. fines, j'ai une déformation axiale à la dilatance correspondant à... D'accord, ouais, donc 8%. ça baisse, donc oui, Ouais. c'est moi qui comprends, c'est moi qui fais comprendre à l'envers l'intérêt de la dilatance. Parce que. Là, le graphique, il dit quoi? Il dit que si on veut être sur une faible déformation, parce qu'on recherche une faible déformation, on est d'accord, hein? Ouais. D'accord? Donc si on veut être sur une déformation de 2%, 2%. non, pas 2%, Non. donc Ça, des c'est- plus, c'est 8. Ouais, c'est Sur l'axe des abscisses, c'est les Le particules pourcentage de fines. charge, ouais. Et donc. Non, mais je regardais l'axe vertical. Voilà, La l'axe déformation vertical, là, axiale, on est à 7, ouais, 7%. Ouais. Donc là, ça veut dire que quand on n'a pas beaucoup chargé, on a une déformation. La dilatance, elle s'amorce plus tôt. Ouais. Ce qui n'est pas forcément bon, parce que tu dis on cherche à ce qu'elle survienne plus tard. Tu Ouais. dis qu'on veut l'éviter. Mais là, C'est pour éviter la dilatance, mais là, il est remarqué que plus on ajoute les les particules. fines et plus on a la déformation à la dilatance est Qui baisse. moins importante. D'accord. donc c'est le seuil alors. Ouais, c'est un seuil de. Ouais, c'est ça. C'est le seuil qu'on veut baisser, donc en gros, ça va dans le bon sens. Oui, c'est juste le seuil de démarrage, c'est pas la valeur de dilatance. Et l'intérêt pour ce sable-là d'Austin, ce que tu n'en as pas parlé au début, ce sable-là, le choix de ce matériau-là, du sable d'Austin, il vient d'où? Enfin, pourquoi on choisit ce matériau-là? Ok. L'intérêt. Ok, le sable d'Austin est un sable prélevé au niveau des roches à Austin. C'est un sable silicieux. C'est un sable très silicieux à 99%. Du coup, ils font, et d'ailleurs c'est le plus utilisé en construction en France. C'est D'accord. pourquoi on a eu à faire des études sur ça. D'accord. C'est pour des constructions classiques, traditionnelles ou avec beaucoup de contraintes climatiques, en bord de mer, le sable. Oui, le sable d'Austin est le plus utilisé en construction en France. Un pote, je dirais, pour la construction classique. Ouais. Oui, c'est pas forcément, c'est pas spécifique à des environnements agressifs ou. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est la formulation dans le béton. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, aller en laboratoire de recherche, c'est une volonté de ta part. Tu voulais voir où c'est un stage que tu as, une proposition de stage que tu as eu après comme ça au fil de l'eau. Oui. D'abord, on a eu à faire le cours de mécanique des sols. Ouais. C'était un peu la théorie, mais j'ai eu l'opportunité avec le D'accord. laboratoire de toucher à la main à la réalité. D'accord. Non, bah c'est bien, du coup, tu as pu sortir pas mal de résultats, voir un peu comment fonctionne un laboratoire de recherche. Donc c'est intéressant. Tu avais fait des stages au préalable en entreprise les années précédentes? Oui. D'accord. Je l'ai fait. Donc finalement, quel va être votre projet de professionnel? Vous voulez plutôt faire être en entreprise, être en laboratoire? Plutôt, je préfère Votre être téléphone en ne peut pas entreprise. établir de connexion de données. En entreprise, Désolée. d'accord. Non, après, c'est une expérience intéressante parce que là, tu as pu voir un peu comment ça fonctionnait, la recherche un peu plus en amont sur les. Et là, c'est typiquement sur les matériaux, donc oui, je pense que le module tes connaissances théoriques que tu as vues en mécasol, ça t'a suffi ou je pense que tu as quand même dû repotasser pas mal de choses de ton côté du point de vue. Oui, d'abord, tout s'est reposé un peu sur la théorie qu'on avait reçue en cours, puisqu'il y a des formules qu'on a eu à développer avant de tracer ces courbes, même dans la détermination des quantités, on a eu à appliquer la théorie qu'on avait reçue en cours. D'accord. Donc ce que tu avais vu en enseignement, pour démarrer, ou du moins ça t'a suffi, tu n'as pas eu trop besoin de galérer pour démarrer à travailler, pour commencer à travailler. Je n'ai pas de Bah, moi non plus. questions. On va récupérer votre rapport. Oui, je vais te copier pour mon PowerPoint. Donc la fiche d'évaluation, je l'ai. Le rapport, vous l'avez envoyé. Oui, le rapport. Il me reste- En tout cas, ton rapport est très bien. Tu as bien présenté les résultats, les courbes et tout, c'est clair. Donc ça, c'est à noter. Il est bien présenté.